Bienvenue pour Bonjour. notre premier entretien, Muriel Pénicaud. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre des Échos? Les signes positifs se multiplient aujourd'hui sur l'emploi en France. Les créations d'emplois accélèrent encore. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Alors ceci dit, les bonnes nouvelles, ça, l'avantage de tout de suite donner des signes d'espoir, c'est aussi une base pour faire les réformes. Parce que le fait qu'il y ait un peu de reprise et qu'il y ait de reprise d'emploi, plus 90 000 emplois, c'est un bon moment pour faire les réformes. Mais en termes de commentaires plus de fond, moi je vous donne un grand rendez-vous à la rentrée de septembre. J'ai annoncé que tous les trimestres, on fera un grand rendez-vous sur l'évolution du marché du travail avec des experts qui pourront commenter à la fois les chiffres des demandeurs d'emploi, mais aussi les créations d'emplois, des créations d'entreprises. Et je pense que ça sera très intéressant d'avoir une analyse un peu de fond. Mais ce n'est pas pour noyer le fait que le taux de chômage sera toujours élevé. Le taux de chômage, il est ce qu'il est. C'est le combat numéro 1 de tout le monde. Et de toute façon, c'est les experts et les statisticiens, ne vous inquiétez pas. Ils sont en toute liberté. D'ailleurs, j'attends leurs propositions. Donc ça, c'est un signe positif. C'est un signe positif et qui est encourageant pour tous les acteurs. Comme on dit que la zone euro et la France sont en train de bénéficier d'une certaine croissance, oui. Vous vous dites, plus ça monte, plus il faut faire les réformes. Plus c'est le bon moment pour faire des réformes qui vont permettre d'amplifier ce mouvement. Et à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire dans 5 ans, quel sera le taux de chômage? Je n'ai pas de boule de cristal. Non, mais vous travaillez pour quoi? Mais on travaille pour une réduction significative du taux de chômage. Et donc, pour ça, pour le faire, il faut à la fois les réformes structurelles sur le code du travail, il faut aussi beaucoup d'investissements sur les formations, sur les compétences. Et je dirais que c'est l'ensemble de la réforme qui le permettra. Alors en ce moment, vous discutez avec les syndicats à tour de rôle. Oui. Ça marche? On a 48 réunions programmées. Elles ont commencé avec les organisations patronales comme les organisations syndicales salariées. Honnêtement, le dialogue est très ouvert, très franc. On discute de tout, on met tout sur la table. Donc le processus, le contenu, le résultat, chacun jugera à la fin. Mais le processus, je crois, est constructif. On dit que les autres parlent, les syndicats parlent. Vous les écoutez, vous prenez des notes et vous ne dites rien. J'ai dit que je ne commenterai pas pendant les travaux la discussion, mais non, on parle, c'est un échange. Il y a un échange. Un échange. Et alors, est-ce que ça veut dire que la réforme du travail se construit étape par étape, j'ai envie de dire à petits pas, mais que les ordonnances seront prêtes à la date fixée déjà par le Président de la République et le Premier ministre? Oui, en fait, on a une triple exigence. Une exigence d'aller vite sur ces réformes, d'où le process par ordonnance, parce que je crois que les Français l'ont dit clairement dans la présidentielle, ils attendent des changements, ils attendent des réformes, et qu'il faudra 2-3 ans pour qu'elles aient pleinement leur effet, donc il faut aller vite. Mais en même temps, une exigence de concertation, et c'est pour ça qu'on a un processus un peu inédit de concertation extrêmement intense. Donc moi, je crois à l'intelligence collective, et on co-construit. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord sur tout. C'est-à-dire vous fabriquez avec les syndicats patronaux, les grandes organisations syndicales, la réforme, et en même temps, ce qu'il y a à mettre dans les ordonnances. Voilà. Ce qui se fait ensemble, ça prend du temps. Et puis j'ai vu qu'il y avait 6 chantiers sur 18 mois. Et à quel moment on commencera à avoir des effets sur l'emploi? Par exemple, vous dites qu'il faut 2-3 ans. Quand cet ensemble sera fini, ce n'est pas avant 3-4 ans le total, où on verra déjà des signes aussi positifs que celui-ci. Il y a des sujets qui sont structurels, qui prennent du temps. La réforme du Code du travail, la réforme de l'assurance chômage, c'est des sujets qui ont des effets à moyen terme. Parce qu'on va élargir l'assurance chômage. Par contre, sur la formation, ce n'est pas simplement des réformes législatives, mais on va lancer à l'automne un grand plan d'investissement, 15 milliards d'euros, 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi sur 5 ans. 3 milliards par an. Pas forcément, le rythme peut être différent. Et c'est très important parce que c'est pour, armer les entreprises, armer les salariés et les jeunes par rapport aux défis de demain qui sont notamment des grandes révolutions technologiques, plus une transition énergétique. Et donc ça va aller beaucoup plus vite. Ces investissements, ça va aller plus vite que l'impact des réformes. On en parle tout à l'heure des mutations technologiques. La réforme, vous la construisez donc avec les syndicats. Et en ce moment, il s'agit du rôle respectif, si j'ai bien compris, de la branche et de l'entreprise pour être au plus près des salariés. Mais quelle est la chronologie? Est-ce que c'est d'abord la branche et après l'entreprise, ou l'entreprise puis la branche? Alors, un des 3 sujets, effectivement, de la réforme du Code du travail, actuelle, de la discussion, un des 3 grands volets, c'est ce qu'on appelait dans un jargon la hiérarchie des normes. En gros, où se décide, où se fait le droit, où se fait la norme du travail. Donc, le premier socle, qui est le socle fondamental des droits égaux pour tout le monde, c'est la loi. Ça, c'est au-dessus de tout et ça s'impose à tout le monde. Simplement, la loi, elle n'a pas vocation à vous dire dans le détail ce que vous devez faire chaque lundi matin. Donc ça, l'entreprise d'abord. Droits fondamentaux. Ensuite, il y a la branche et l'entreprise. La branche, quand on dit la branche,
c'est le fruit d'une négociation, d'un accord entre, là aussi, patronat et syndicats, au niveau d'une branche, d'un secteur d'activité. Parce qu'il y a des spécificités de métier qui doivent être prises en compte. Et donc, il y a des domaines où la branche a, je dirais, une exclusivité de négociation. Par exemple, combien c'est le niveau de cotisation obligatoire, combien est le niveau de cotisation obligatoire dans la formation, ça ne va pas se discuter entreprise par entreprise. L'égalité homme-femme, il y a des règles générales. La chronologie, c'est la branche ou l'entreprise? Ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont exclusifs branches. Et il y a des sujets où la branche encadre, puis l'entreprise négocie. Et il y a des sujets où l'entreprise négocie avec un filet de sécurité s'ils ne se mettent pas d'accord. Est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, ça se fait en même temps? Tout se fait en même temps. Mais oui, ça se fait en même temps, mais ça dépend des sujets. Il y a des sujets, si vous voulez, au plus proche du terrain, dans l'entreprise. Le contrat de travail, est-ce qu'il est négocié dans l'entreprise? Non, les modalités. Dans votre système? Les règles qui régissent le contrat de travail ne sont pas dans l'entreprise. C'est la loi et dans certains cas, la branche qui spécifie. Mais on ne va pas discuter, par exemple, le contrat de travail, c'est la durée des CDD, des préavis, tout ça, ce n'est pas dans l'entreprise qu'on fait la règle. On ne touche pas à ça. On ne touche pas bon, le Premier ministre n'exclut pas que l'entreprise puisse négocier les causes, les motifs de licenciement. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Alors, les motifs précis du cas précis d'entreprise, oui. Les règles du jeu, non. Mais je vais donner un exemple pour vous montrer ce qu'on peut discuter en entreprise. Non, mais oui ou non? Non sur les règles qui régissent les motifs de licenciement, les différents types de licenciement. Par contre, on a quand même un travail de simplification à faire. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 5 types de règles qui s'appliquent dans l'entreprise, qui se sont accumulées dans 5 lois depuis 2017. Moi, je défie un salarié. Très bien, mais les salariés, je défie un salarié ou une entreprise de connaître toutes les règles. Et si on a besoin d'un avocat pour se parler dans l'entreprise, c'est un peu compliqué pour le dialogue social. Mais vous ne dites pas non, il peut y avoir des discussions sur les causes et les motifs de licenciement au sein de l'entreprise. Non, les causes de l'entreprise, mais pas les causes générales. Non, le type de motif, ça ne sera pas dans l'entreprise. Ça, vous en discuterez avec les syndicats. Oui, enfin, il n'y a pas tellement de doute là-dessus, ce n'est pas le sujet, ça. Non. Le sujet, c'est comment on enrichit le dialogue social en entreprise. Oui, c'est une inquiétude. D'autre part, on dit que dans l'entreprise, un patron pourrait décider seul d'un référendum si ça ne marche pas. Bon, alors, soit on prend tous les sujets qu'on a en discussion avec les partenaires sociaux, on fait les conclusions qui se feront à la fin de l'été. À ce moment-là, ce n'est pas la peine que je fasse les concertations. Si je l'ai fait avec vous ce matin. Non, j'ai juste sur 2 sujets qui sont des fausses peurs, ce n'est pas la peine. Mais je vais pas. Moi, je crois à la concertation, donc je ne vais pas. D'accord, mais à force de dire ça, on finit par faire naître des doutes, des suspicions. Par exemple, on a l'impression qu'on discute, et un jour, vous allez sortir un plan tout ficelé, tout prêt, et que finalement, à ce moment-là, le piège se fermera. Bon. Vous ne pouvez pas me croire sur ma bonne parole. Ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt cash et pas langue de bois. Mais si on faisait ça, on serait juste stupide. Enfin, imaginez, on fait 48 concertations et à la fin, on dit on n'a pris aucune de vos propositions. Mais vous nous avez séduit, vous nous avez amadoué, et après vous sortez votre plan. Donc vous dites qu'il n'y a pas de piège. Elle n'est pas obligatoire, cette concertation. On ne la fait pas pour faire... C'est pas pour du beurre, excusez-moi. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette concertation, c'est que parce qu'on va dans le détail, 48 réunions, on a le temps, 6 par organisation, on a le temps de parler des réalités d'entreprise. Hier, j'étais à l'entreprise Telma avec le Premier ministre. C'est une entreprise qui va de l'avant, qui n'a pas peur d'aller à la conquête du monde. C'est une PME. Il y a un dialogue social et économique fourni. Voilà, c'est ça qu'on veut encourager. Tout le principe de cette loi... Vous, le Premier ministre, vous allez dans les entreprises qui marchent, et le président de la République va voir celles qui ne marchent pas, pour les rassurer. On va tous dans toutes les entreprises. Oui. Mais je prends juste ça comme exemple pour dire, ce qui est intéressant, c'est ce qui va vraiment marcher dans l'entreprise. Une réforme, elle ne se juge pas une fois que la loi est votée. Elle se juge quand c'est dans l'entreprise, pour les salariés et pour les entreprises, que ça apporte quelque chose. Et oui, il y a une sorte de principe ou de formule que la plupart des gens croient. Lorsqu'un chef d'entreprise peut débaucher ou licencier plus facilement, il peut recruter plus facilement. Est-ce que pour vous, c'est ça qui est vrai? Il n'y a pas de mécanique là-dedans. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous avez des règles du jeu dans un pays qui sont très différentes des autres, et j'ai passé mes dernières années à aider des entreprises à aller à l'export, ou les investisseurs étrangers à venir, il y a un certain nombre de règles qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut donner la confiance aux entreprises et les libertés et des marges de manœuvre pour avoir plus de dialogue social et embaucher, et en même temps, et alors le coup, le en même temps est plein et en entier, avoir des nouvelles protections pour les salariés sur les droits sociaux et pour pouvoir sécuriser aussi les salariés dans ce contexte-là. Pénicaud, il y a 2 mots qui reviennent le plus souvent et que l'on entend régulièrement, c'est libérer et protéger.
libéré et protégé. Oui. Qu'est-ce qui l'emporte ou prédomine à vos yeux? C'est le double mouvement. Si vous même temps. Non, mais en même temps, mais vraiment. Parce que si on veut... si vous voulez, pourquoi le Code de travail, il faut le faire bouger? Le monde a changé. Je vais prendre un exemple. Le télétravail, Internet, ce n'était pas prévu dans le Code du travail. Les règles aujourd'hui ne sont pas adaptées au Code du travail. Les partenaires sociaux viennent de me rendre un rapport. Donc, il y a des tas de choses qu'il faut faire évoluer. Mais à la fois, en libérant plus l'énergie des entreprises, surtout les PME, 55% des salariés travaillent dans des PME, et c'est elles qui créent le plus d'emplois que ce qu'on a vu ce matin. Jusqu'à présent. Et en même temps, il faut des protections nouvelles, notamment la formation, notamment renforcer l'assurance chômage. Quand je discute avec des syndicalistes, ils disent jusqu'à présent, elle est formidable, il y a des rapports de confiance, elle ne dit pas tout, mais elle dit, mais elle parle plus de flexibilité, d'agilité, de souplesse, et elle ne dit pas assez comment renforcer les droits et les positions des salariés au sein des entreprises, justement pour créer ce climat de confiance. Alors, je crois que la réforme, la réforme qu'on fait de la rénovation du modèle social qu'on a entamée, parce qu'il y a une attente des Français et une urgence, elle comporte ces différents volets. Il y a le volet Code du travail, il y a le volet formation. À la rentrée, on va lancer un grand plan d'investissement. Ça, c'est très important. Parce que, si vous voulez, pour un salarié aujourd'hui, ou un demandeur d'emploi, ou un jeune, ou un actif, un indépendant, à la vitesse d'évolution des technologies, à la vitesse d'évolution du monde, la vraie sécurité de demain, ce n'est pas juste du droit. La formation. C'est la sécurité active, je dirais, c'est la formation, c'est la compétence, c'est ce qui, demain, nous fera gagner. La révolution continue de la formation continue. Ça, c'est vraiment essentiel. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être pris dans une course de vitesse dont on sera toujours les perdants, avec les mutations technologiques qui s'imposent et qui avancent au galop, et des réformes qui prennent du temps avant de les mettre au point? Alors, moi, je suis... Comment rattraper le temps? Comment coller, si encore c'est possible, à des évolutions qui se font si vite? La France est la 5e puissance économique du monde. Ce n'est pas la plus en retard dans l'évolution. Après, il n'y a pas de temps à perdre. Et je pense que notre sujet, je vais prendre l'exemple du numérique qui va bouleverser plein d'emplois, changer le travail, mais aussi créer plein d'opportunités. On a une des meilleures écoles mathématiques du monde. On a des ingénieurs qui sont reconnus dans le monde entier. Mais on est 21e sur le niveau mathématique et numérique des compétences de l'ensemble des salariés. Donc notre sujet, ce n'est pas notre capacité à réussir, c'est notre capacité à réussir de façon inclusive, embarquer tout le monde. On le fait en combien de temps ça? Vous savez, tous les pays ont le même défi. C'est en continu, et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire un énorme investissement dans les compétences pour que chacun puisse se dire, mais moi, dans ce monde en mutation, je ne suis pas victime, mais je peux agir, je peux choisir. Vous écoutez les syndicats, encore une fois, un à un, à tour de rôle, etc. Laurent Berger disait ici, à CNews, aujourd'hui, personne n'a envie de planter le pays. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Oui, mais dans les discussions est-ce que vous diriez la même phrase, vous? Ouais. Personne n'a envie aujourd'hui de planter le pays. Très rares sont ceux qui veulent planter le pays, je dirais. Ah bon. Mais dans les discussions qu'on a avec les partenaires sociaux, aussi bien syndicats de salariés que patronaux, je vois tous des gens qui sont conscients qu'il faut avancer et qu'il ne faut pas planter le pays. On peut avoir des visions différentes des solutions, mais tout le monde est d'accord sur le fait que la question est urgente et essentielle. Parce que vous pensez que le dialogue social rétablit la confiance et que c'est créateur d'emplois? Moi, je pense qu'il n'y a pas de performance. Vous avez des preuves, vous qui avez travaillé chez Danone, Dassault, qui êtes revenu chez Danone, qui avait dirigé Business France. Moi, je ne vois pas la possibilité d'une performance économique durable sans performance sociale. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais DGRH de Danone, on a négocié, et j'ai négocié et signé le premier accord mondial sur la protection sociale. Apporter une protection sociale à 100 000 salariés dans le monde. Ça a été suivi par 300 entreprises depuis. Eh bien, c'était un sujet à la fois social, ça a sauvé des vies, c'était franchement un progrès social, mais en même temps, et c'est pour ça que ça va être durable, ça a permis de baisser l'absentéisme, les taux d'accident du travail, et ça a augmenté l'engagement. Et bien moi, je crois à cette convergence, je crois d'expérience de l'économique et des sociales, et ce qu'on voit dans certaines entreprises, pas toutes, c'est cet état d'esprit qui permet que la communauté de travail de l'entreprise s'appuie sur le dialogue social pour la compétitivité. Pour créer des emplois. Le gouvernement Philippe n'aura pas besoin, le moment venu, du 49.3. C'est pas prévu. Hein? Non, mais en aucun cas, puisque vous avez 400, au moins 400 députés qui sont engagés en signant, c'est assez étrange d'ailleurs, en signant une lettre au moment où ils étaient candidats de respecter et de voter tous les textes. On imagine bien les 400
obéissant, discipliné, votant la loi Pénicaud. Là, il n'aura pas besoin de faire un 49-3. Le second tour des législatives n'est pas passé. C'est aux Français de décider dimanche. C'est facile de répondre à ça. Il faut qu'ils aillent voter. Là, oui, bien sûr, ils vont le faire. Mais j'espère, parce qu'on a besoin aussi. Est-ce que vous me dites ce matin qu'avec 400 députés, ou 390, c'est la mort du 49-3? Non, je vous dis que la loi d'habilitation, c'est aussi une loi. Et qu'on ne passe pas les ordonnances comme ça ne sort pas du chapeau. Il faut qu'on ait un mandat de l'Assemblée nationale qui va nous dire précisément voilà les objectifs et voilà le mandat du gouvernement. Donc la loi d'habilitation, je pense qu'il y aura beaucoup de débats à l'Assemblée. Oui, des débats, mais on n'imagine pas que ces nouveaux députés, hommes et femmes, prennent des libertés à l'égard de la ligne qu'ils ont signée. Je crois surtout que c'est pas en ces termes-là. Que ça soit le gouvernement ou le Parlement, tout le monde est responsable devant les Français. Si les Français donnent l'Assemblée, qui permet au président de faire les réformes, c'est bien parce qu'il y a confiance qu'il faut faire ces réformes. La loi de moralisation de la vie publique, elle est présentée tout à l'heure par le ministre de la Justice, François Bayrou, au Conseil des ministres. Il devra tenir compte de ce qu'a dit hier le Conseil d'État qui met en cause certains aspects. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer aux syndicats? Ce n'est pas le sujet du jour, à ma connaissance. Pourquoi on ne peut pas l'appliquer aux syndicats? Parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes problèmes et les mêmes sujets qui sont sur la table. Il faut peut-être lire ou exhumer le rapport Nicolas Perruchot qu'on a enterré jusqu'en 2036. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi 2036 et pas 2040 ou 2020. Oui, moi je crois que, vous savez, il faut la réforme, il faut qu'elle ait un sens, qu'elle ait une effectivité et qu'elle réponde à un problème perçu. On a de quoi faire sur l'apprentissage, sur la formation, sur l'assurance chômage. Et je pense que ce qui est attendu des Français, c'est ça. Et donc c'est ça sur lequel on se concentre. Muriel Pénicaud, selon une enquête américaine, avant la fin du siècle, 70% des emplois actuels seront remplacés par des systèmes autonomes. Comment éviter les peurs de ce progrès qui galope des technologies? Je crois que c'est une question essentielle. C'est une des questions essentielles qui est devant nous. J'étais à l'Organisation internationale du travail il y a 2 jours. Le thème choisi pour les 2 ans qui viennent, pour l'anniversaire de l'OIT, ça ne va pas être de regarder vers le passé, ça va être l'avenir du travail. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des profondes modifications du travail, il va y avoir des nouveaux emplois créés, il va y avoir des formes d'emplois nouvelles aussi. On est devant ce défi-là, et c'est pour ça, je réinsiste, la réforme, elle est autant sur se préparer à ça que sur réformer le code du travail. On va discuter dans les lycées et collèges avec les élèves qui sont en train de présenter ou de préparer leur bac. Ils sont partagés entre la peur de ce qui va arriver et en même temps, dans certains cas, l'espérance. Mais quand on voit comment les emplois vont changer dans la santé avec la télémédecine, dans le droit, les finances, que sais-je, les transports, etc., est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'avoir peur? Il y a les 2 facettes sont vraies à la fois. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez dire que c'est une opportunité si on vous donne les moyens d'en saisir. Les dernières années, j'ai beaucoup vu les start-up qui seront à Viva Technologies. On a plus de 10 000 start-up en France. Il y a 1 jeune sur 2 diplômé qui rêve de créer sa start-up. On ne va pas tous le faire, mais ça donne cet élan entrepreneurial. Donc, on a aussi des solutions nouvelles en matière de santé, en matière d'environnement, qui vont arriver grâce aux nouvelles technologies. Il faut accepter que pendant un temps, il y ait une perte d'emploi, une destruction d'emploi. Notre objectif commun, et là, pour le coup, c'est d'intérêt national avec les partenaires sociaux, c'est de raccourcir ce temps. C'est-à-dire d'accélérer sur les formations, les créations d'entreprises, pour que les emplois qui vont disparaître ou se modifier ne soient pas, qu'il n'y ait pas justement ce trou, et qu'on ait les 2 mouvements à la fois, de façon inclusive. Je sais qu'une de vos passions, ce sont les mutations technologiques et le monde du futur qui a déjà commencé. Demain s'ouvre, ce que vous avez dit, Viva Technologie, Viva Tech, qui est une sorte d'exposition d'une 15aine d'innovations qui viennent du monde entier sur l'intelligence artificielle, les drones, les imprimantes en 3D, etc. Que sais-je, l'intelligence artificielle qui est la somme d'intelligence humaine. Est-ce que vous irez? Est-ce que ça vous intéresse? Et est-ce que vous nous dites, soyez vigilants, mais en même temps, soyons tous mobilisés pour trouver des réponses? C'est super important, je vais tout faire pour y aller. Deuxièmement, il ne faut pas simplement être vigilant, il faut être audacieux. C'est formidable. Quand vous voyez l'école 42, des jeunes qui n'ont même pas le bac, qui arrivent à coder et qui deviennent d'excellents programmeurs, il faut aussi changer nos mentalités. Il y a plein d'opportunités aussi. Et donc, il faut donner
aux salariés et aux Français la possibilité de saisir l'audace de ce monde, de saisir ça comme une opportunité. Et ça, donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on va se consacrer aussi, parce qu'il faut à la fois libérer les énergies dans le Code du travail, mais il faut aussi investir à fond pour que chacun... La réforme du Code du travail aura-t-elle lieu à la date prévue? Est-ce qu'elle sera une réussite, c'est-à-dire un consensus sans manifestation, sans grève, sans crise? Alors c'est vous qui décidez les critères de la réussite. Oui, elle sera dans les délais prévus. Le Premier ministre l'a annoncé avant la fin de l'été. La fin de l'été étant le 21 septembre, ça veut dire courant septembre. Oui, d'un point de vue législatif. Après, le plus important, c'est comment les entreprises, comment les organisations de salariés vont s'en saisir dans l'entreprise. Comment ils vont faire plus d'accords, parce qu'ils auront des trucs moins rigides qui leur arrivent pré-mâchés et ils auront plus de marge de manœuvre pour un dialogue social et économique. C'est ça le but. Et donc on saura, si c'est réussi, qu'il y aura plus de dialogue social de qualité dans l'entreprise et donc plus de performance. C'est ce qui a cours en ce moment, puisque vous recevez des syndicats aujourd'hui, demain, etc. Merci d'être venu. Si j'ai bien compris, vous n'aurez pas le temps de vous livrer votre hobby, la photo. Ah ben, si, quand même, quelques heures par week-end, je vais bien m'échapper et crapahuter pour faire de la photo. Je crois que vous allez photographier les syndicalistes pendant les discussions. Merci d'être venu. Merci pour cette première entretien ici à CNews. À bientôt. Merci beaucoup.